Bienvenue à toutes et à tous à cette émission spéciale Fête du Trône que nous consacrons au volet économique et à l'économie sociale. 24 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui ont incontestablement métamorphosé le royaume du Maroc. Un positionnement stratégique dans les chaînes de valeur mondiales, un chaînon incontournable dans des industries à haute valeur ajoutée telles que l'automobile ou encore l'aéronautique, et tout récemment un nouvel acteur dans un secteur à haute valeur stratégique, le secteur pharmaceutique. Le cap est minutieusement défini, souveraineté, unité nationale et le rôle régalien et social de l'État. Car l'essor économique doit profiter à toutes et à tous, et d'ailleurs, les actions entreprises par le souverain depuis son accession au trône visent à améliorer les conditions de vie des Marocains, surtout les plus vulnérables. La démocratisation de l'accès aux soins de santé cristallise cette intention. Et le souverain voit grand et sa démarche est avant tout humaniste. Grâce à cette vision, la progression du secteur de l'économie sociale et solidaire au Maroc ces dernières années est fulgurante et a littéralement changé la vie de millions de Marocaines et de Marocains. Le développement inclusif est au cœur de la vision royale depuis 1999. Exemple de l'initiative nationale pour le développement humain qui vient de souffler sa 18e bougie, une expérience de développement social et humain unique au plan national d'ailleurs comme international. Son statut de chantier de règne, bénéficiant de la haute sollicitude du souverain et l'ambition qu'elle nourrit sont les atouts de son action sur le terrain. Nous allons en discuter dans cette émission. J'accueille mes invités. Tout d'abord, le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Abdellatif Komat. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. J'ai également le plaisir d'accueillir l'analyste politique et économique, Idriss Aissaoui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Et un plaisir renouvelé d'accueillir l'économiste professeur en économie à l'université Mohamed V de Rabat, Zakaria Ferranou. Bonsoir, professeur Ferranou. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, nous avons un Maroc qui s'est métamorphosé, comme je le disais dans mon introduction, ces 2 dernières décennies. Professeur Komat, quand on parle de cette approche, de ce modèle marocain, il y a 2 éléments qui ressortent. Il y a d'abord cette approche holistique, globale, et aussi, surtout, cette méthodologie sectorielle. Peut-être expliquez-nous ce mix entre ces 2 approches, holistique et sectorielle. Effectivement, de toute façon, ils sont complémentaires. L'holistique, c'est une somme en fait, d'approches sectorielles qui nous permet d'avoir une vue globale. Il faut rappeler que le Maroc, c'est vrai, ça a toujours été, par rapport à des pays voisins ou de la région, un pays diversifié sur le plan économique et qui a toujours donné de l'importance à la dimension sociale. Il n'y a pas un secteur qui prédomine aussi bien au niveau de la production qu'au niveau des exportations, comme cela se passe dans d'autres pays. Donc c'est une tendance lourde au niveau de notre économie, mais qui a été confirmée sous, bien sûr, les orientations royales depuis 2 décennies, parce que autant nous avons préservé les secteurs classiques ou traditionnels, notamment l'agriculture, sur laquelle le Maroc a une tradition séculaire, mais en même temps, on a préservé, on est en train de relancer les secteurs industriels classiques. Par exemple, on sait que dans les années 70-80, on avait essentiellement le secteur de l'agroalimentaire, le secteur du textile, qui constituaient l'essor du secteur industriel national. On est en train de les préserver, mais au contraire de les relancer, parce qu'il y a un nouvel élan pour ces secteurs, mais en même temps, on agit sur d'autres pans, notamment, bien sûr, ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux métiers mondiaux du Maroc. Bien sûr, il y a l'automobile, il y a l'aéronautique, il y a l'industrie électronique, mais dans la foulée, on est en train d'aller vers ce qu'on peut appeler un système d'accompagnement, qu'il soit sur un plan sectoriel, mais également au niveau de l'écosystème. Lorsque j'évoque le système d'accompagnement, par exemple, tout ce qui est énergie. Énergie, c'est très important. Aujourd'hui, le Maroc, en fait, parce qu'on ne peut pas développer l'économie sans une énergie. Et ce que le Maroc est en train de faire, c'est de capitaliser sur des contraintes pour les transformer en opportunités. Et là, j'évoque bien sûr tout ce qui est énergie renouvelable. C'est qu'aujourd'hui, il y a un élan qu'on est en train même de dépasser par rapport aux objectifs arrêtés, d'aller vers les 52% pour le mix énergétique à l'horizon 2030. On est en train de les réaliser. On est en train de développer le dessalement des eaux. On est en train de développer tout l'écosystème pour accompagner le côté économique. Mais en même temps, et ça c'est très important,
Vous avez évoqué logistique, c'est tout ce qui est institutionnel. Tout ce qui est institutionnel, parce qu'il y a, en fait, pour le développement économique, on a besoin d'un cadre institutionnel en termes de procédures, en termes de facilité, un peu de l'accès à l'investissement, des réformes des CRI, la charte de l'investissement. Et nous allons donc, bien sûr traiter de tous ces points-là dans cette émission, professeur Komat. Vous avez évoqué un point très important, c'est effectivement cette complémentarité qu'il y a entre les différents secteurs. Alors, industrialiser un pays, professeur Ferrano, n'est pas chose facile. Ça prend du temps. Il faut effectivement qu'il y ait les éléments nécessaires et que ces éléments-là permettent aussi l'éclosion et l'essor d'un écosystème qui permette d'arriver aux performances d'un secteur comme l'automobile qui devient le premier secteur exportateur, comme le secteur aéronautique. Alors ma question est sur la méthodologie qui a permis le shift de la transformation industrielle marocaine, professeur Ferrano. Bon, premièrement, permettez-moi de dire que le Maroc, durant ces 20 dernières années, il a fait un développement sans précédent. Donc, si on regarde le Maroc des fins des années 90, le Maroc d'aujourd'hui, il y a vraiment une métamorphose. Ça veut dire que c'est un changement colossal qui a été, je dirais, réalisé au niveau que ce soit économique, que ce soit aussi sur les autres champs de développement social et économique. Et donc là, pour revenir à votre question et répondre, donc là, pour pouvoir arriver à cette transformation, il y avait un choix qui a été fait, je pense, au début des années 2000. Et donc là, ce choix, c'était en fait d'asseoir la croissance économique du Maroc sur l'industrialisation de l'économie. Il ne faut pas oublier que l'industrie, je parle début des années 2000, c'était pas très développé au Maroc. On était plus un pays agricole, et donc on avait cette dépendance réellement par rapport au secteur agricole. Et la preuve, c'est que la valeur ajoutée ou le produit intérieur brut, il dépendait largement un peu de la pluviométrie et de l'agriculture. C'est toujours le cas, mais de façon moins importante. On est à 17%, 15% de contribution aujourd'hui de l'agriculture. Ça ne veut pas dire que l'agriculture n'est pas importante, elle est très importante, mais à l'époque, on était vraiment très attaché à ce secteur-là. Et donc là, je pense aussi, c'était la vision de Sa Majesté au moment où il a pris un peu le règne du pays, c'était que la croissance ne peut être créatrice d'emplois que si on passe par l'industrialisation. Et donc là, on est parti dans tous les secteurs, et c'était une approche, comme vous l'avez cité, holistique, qui permettait un peu à tous les secteurs de devenir des locomotives de croissance, et surtout le secteur industriel. Maintenant, pourquoi le secteur industriel? C'est une question très simple, parce que c'est le secteur qui est le plus créateur d'emplois, donc c'est ce qu'on remarque dans tous les pays du monde, mais également c'est le plus grand secteur en termes de création de valeur ajoutée. Ça veut dire, bon, vous cultivez de la terre, vous produisez en termes agricoles, mais quelle valeur ajoutée vous générez? Dans le secteur industriel, nous avons une valeur ajoutée très importante. Il y a un autre élément, le troisième élément, il n'y a pas uniquement que l'emploi et la valeur ajoutée, il y a aussi la technologie. Aujourd'hui, le Maroc, donc si on regarde un peu sur l'élan des 22 ans qui sont passés, aujourd'hui, on va trouver qu'on a plusieurs secteurs, on est arrivé à des taux d'intégration qui sont très importants. Vous parlez de l'agriculture, on est à un taux d'intégration qui dépasse les 80%. On va partir aussi dans la même alignée au niveau de l'aéronautique. Nous avons aujourd'hui aussi l'industrie de transformation, je dirais, du secteur primaire, un peu l'OCP, si je parle un peu du phosphate. On est en train de rentrer dans l'industrialisation des créations de produits qui sont à haute valeur ajoutée. Et donc là, si on regarde, je prends uniquement le secteur automobile, vous avez un chiffre en termes d'employabilité qui est très important, qui dépasse les 200 000. Et donc automatiquement, vous avez de la création d'emplois, vous avez de la création de la valeur ajoutée, et vous êtes en train d'augmenter dans la chaîne de valeur. En plus, vous avez aussi pensé que le Maroc a un problème qui est structurel en matière de balance de paiement, et donc les secteurs industriels qui sont à forte valeur ajoutée et qui sont exportateurs, ils permettent de faire rentrer ce qu'on appelle les devises. Et donc là, ça permet un peu d'atténuer un peu ce problème de balance commerciale ou ce problème de balance de paiement, et aussi de garantir un peu la résilience de notre régime de change. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est à cause du secteur exportateur, c'est à cause un peu des transferts aussi des MRE que nous avons aujourd'hui un matelas de réserve de change qui dépasse les 6 mois, ce qui nous laisse dans une dans une situation un peu de non-stress testing par rapport à ce qu'on appelle les chocs qui peuvent subvenir en termes de chocs de change. Et nous avons vécu un peu en 2022 ce choc inflationniste, etc. Exact. Mais nous avions ces réserves de change qui permettaient un peu de consolider la position de la devise. Et donc, pour résumer, donc, le choix d'aller vers le secteur industriel, ça veut dire comme locomotive de la croissance, ce n'est pas un choix unique pour le Maroc. Tous les pays développés, ça c'est une remarque qui est vraiment transversale, tous les pays qui sont
je dirais les G7 ou les G20, ce sont des pays qui sont industriels. Donc aujourd'hui, si vous voulez être de l'avant, il faudra davantage investir dans l'industrie. C'est ce que fait le Maroc. Je pense qu'il va continuer dans la même lignée pour les années qui vont venir. Et dans la même lignée de l'industrialisation aussi de son agriculture, puisqu'il reste quand même un secteur qui est très important. D'abord, comme vous le disiez tout à l'heure, professeur Komat, comme un secteur qui est séculaire, qui fait partie un peu de la tradition marocaine, mais aussi qui emploie 40% de la main-d'œuvre marocaine. Un secteur qui a beaucoup souffert ces 2 dernières années. Sidriss Essaoui, 2 années de sécheresse. Bon, on va dire, alhamdoulilah, que cette année a été plus clémente, ou le ciel a été plus clément, en tout cas pour l'agriculture. Mais le souverain a aussi été clément, j'ai envie de dire, vis-à-vis de cette partie de la population. Il y a eu 10 milliards qui ont été débloqués l'année dernière pour donner un coup de pouce à nos agriculteurs. Même chose cette année, à l'approche d'ailleurs de Eid al-Adha. Donc on industrialise, mais on n'oublie pas le monde rural, on n'oublie pas les agriculteurs. Vous savez, l'agriculture a toujours été aussi un pilier fondamental du développement économique et social du Maroc. D'abord parce qu'il contribue à la création d'emplois au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire les agriculteurs eux-mêmes, les jeunes et les moins jeunes, mais il y a aussi le fait que l'agriculture est un secteur qui permet l'introduction de toutes les technologies, de tout ce qui est innovation technologique au niveau du secteur agricole. Et ça a été fait. Ça a été fait grâce au système qui a été développé pour le Maroc vert ou la génération green, etc. On a introduit beaucoup de technologies et qui permettent aujourd'hui de faire de ce secteur un fer de lance de la croissance économique. Alors comment? Parce que là, vous pouvez me poser la question, comment on le fait? C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui ne sont pas tous des investisseurs, c'est des gens qui consomment, c'est des gens qui sont dans le système lui-même, ils sont une partie du système, mais ils peuvent aujourd'hui devenir des investisseurs. Ils peuvent être des acteurs du développement et de la croissance par les investissements qui sont amenés à faire. Et l'agriculture marocaine, aujourd'hui, n'a pas de problème particulier, sauf celui, d'abord, il y a le marché, et pour le marché, je pense que les solutions ont été trouvées, mais il y a la ressource en eau qui a posé pendant longtemps un problème pour l'agriculture marocaine. Nous sommes un pays semi-hydrique de manière structurelle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des choix assez intelligents. D'abord, le dessalement d'eau de mer. Donc, ça permet d'avoir des stations de pompe. Au lieu de pomper sur la nappe phréatique, on utilise de manière alternative entre ce qui est dessalé au niveau de l'eau de mer et la nappe phréatique elle-même. Donc, sans créer de stress au niveau des nappes phréatiques. Deuxièmement, il y a également le fait de développer la possibilité de faire un traitement tertiaire des eaux usées. C'est-à-dire aujourd'hui, au niveau de certaines villes, pour la mise en niveau urbain, vous trouvez que les villes, il y a beaucoup de verdure. Pourquoi? Parce que l'eau qui était utilisée au niveau des égouts, maintenant il est récupéré, il est traité et on le réutilise pour l'irrigation. Donc tout cela a fait que l'agriculture, on n'est plus dans la logique de l'irrigation gravitaire, l'irrigation classique, où il y avait une déperdition de l'eau sans que véritablement on puisse agir sur l'eau. Et les conduites qui étaient développées à cette époque-là, c'est-à-dire ils sont complètement oubliés. Et le Maroc aujourd'hui développe des produits qui peuvent être exportés, qui peuvent être vendus ici, parce qu'auparavant, si vous vous rappelez, tout ce qui était intéressant, tout ce qui était intelligent, il venait de l'importation. L'importation pour les produits agricoles, je pense que ça commence à devenir une histoire du passé. Très bien, on parle du secteur agricole, c'est indéniable. Il y a aussi cette question de souveraineté alimentaire qui se pose, oui. Et sur laquelle le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, planche. Il y a bien sûr l'émergence de cette classe moyenne rurale, mais il y a aussi le fait d'assurer à manger à toutes les Marocaines et à tous les Marocains, et bien sûr à lutter contre la pression inflationniste qui touche
le monde entier aujourd'hui, le Maroc ne fait pas exception, il y a une autre souveraineté. Donc on a parlé tout à l'heure de l'industrie, il y a les éléments que vous avez cités tout à l'heure, professeur Komat, en ce qui concerne l'approche marocaine, la méthodologie marocaine, le modèle marocain qui en fait aujourd'hui incontestablement une puissance régionale. Il y a aussi des choix qui ont été faits, notamment après la Covid-19, de se lancer. Il y a une industrie pharmaceutique, elle est aussi séculaire, j'ai envie de dire. Elle a plus de 60 ans, 70 ans qu'elle est là, que le secteur pharmaceutique existe et produit. Qu'en est-il de la valeur stratégique de cette orientation d'aller vers le secteur pharmaceutique à haute valeur stratégique, à savoir la production de vaccins, par exemple? En fait, comme vous l'avez dit, c'est la question de la souveraineté. Tout azimut, bien sûr, la souveraineté, il est essentiellement autour des produits essentiels. Bien sûr, la santé est un des secteurs essentiels. Alors, d'où, bien sûr, cette orientation de consolider. Il faut rappeler, comme vous l'avez dit, en fait, le Maroc est depuis longtemps considéré comme, je dirais, une des forces au niveau de notre continent en matière d'industrie pharmaceutique. Déjà, nous avons une position assez avancée. Nous sommes classés entre 2e et 3e au niveau du continent. Mais là, en fait, avec cette orientation vers la production des vaccins, c'est une consolidation, mais également d'aller vers un volet très sensible. Alors, la lecture, il faut la faire sur plusieurs plans. Tout d'abord, bien sûr, ce projet, il se fait dans le cadre d'un partenariat international, mais il est orienté continent. Ça, c'est très important. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la notion de souveraineté, ce n'est pas de se renfermer sur soi-même. La souveraineté, il se fait dans le cadre de la collaboration, et essentiellement une collaboration régionale. On ne peut pas être souverain tout azimut en se basant que sur nos propres ressources. Et je crois que la vision de Sa Majesté, il a déclaré dès le départ, par rapport à cette orientation, c'est de bâtir, en fait, une stratégie, je dirais, pharmaceutique, mais orientée, bien sûr, pour la population marocaine, mais également vers la population africaine. Moi, je crois que cette en fait, orientation, il va dans le sens de la souveraineté sur aujourd'hui ce que nous appelons l'économie de la vie. Vous savez que lorsque la Covid en fait, a pris de l'essor, il y a la notion de l'économie de la vie qui est devenue en fait, une notion principale au niveau international. Qu'est-ce qu'on entend par l'économie de la vie? C'est-à-dire aller essentiellement vers les produits en relation avec les besoins essentiels de la population. Et c'est là où il y a l'énergie, il y a la santé, il y a l'alimentaire. Et c'est dans ce sens-là que Sa Majesté a donné ses orientations par rapport à la souveraineté telle qu'elle devrait être priorisée par le Maroc. Et bien sûr, la santé figure parmi ses priorités. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a une stratégie de renforcer notre présence au niveau de l'industrie pharmaceutique d'une manière générale, mais également d'aller vers des pans très sensibles comme les vaccins. Je crois que c'est dans le cadre d'une vision globale qui vise la souveraineté dans les produits qu'on peut qualifier d'essentiels, de prioritaires. Et l'énergie en est un aussi, je Oui, dire. bien sûr. Et il y a bien sûr cette vision, ce choix stratégique qui a été fait, qui a été précurseur déjà dans la région, dans le continent, qui a porté ses fruits et qui constitue aujourd'hui une vraie locomotive pour que le Maroc maintienne son positionnement sur l'échiquier mondial de l'énergie, d'autant plus que c'est un secteur, et on l'a suivi depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est un secteur aujourd'hui qui est vital pour tout le monde, et la souveraineté y est aujourd'hui disputée par tous les grands de ce secteur énergétique. Un mot sur la stratégie des énergies renouvelables. Alors, et puis le boost qui a été aussi appelé par les vœux du souverain pour qu'on puisse vraiment accélérer la cadence. D'ailleurs, la preuve, Sa Majesté a présidé ces 2 dernières années différentes réunions consacrées essentiellement à la question énergétique. Oui. Et puis, il y a une mise à niveau de la stratégie qui évolue, parce que, en fait, cette stratégie est arrêtée depuis une dizaine d'années, mais elle est évolutive. Et il prend beaucoup d'ampleur, parce qu'aujourd'hui, tout d'abord, bien sûr, il y a la stratégie nationale. Il y a la stratégie nationale qui veut que la part de l'énergie renouvelable prenne du poids au niveau du mix énergétique. Et là, bon, j'ai rappelé la question de la composante verte dans le mix énergétique, pour lequel on a un objectif à 52% à l'horizon 2030, mais qui est en train d'être réalisé. Donc ça, c'est un volet. Mais au-delà, bien sûr, de ce volet, il y a la question de l'hydrogène notamment vert, parce que vous savez que le Maroc a signé un pacte d'aller vers l'économie verte avec l'Union européenne.
Et donc là, ça cadre avec la stratégie de développement industriel. Sefirano tout à l'heure a appelé la priorité de l'industrie, mais l'industrie, elle est en train d'évoluer même dans sa conception au niveau international. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'industrie verte, vers le développement durable. Et bien sûr, on connaît un peu les tendances en matière d'industrie automobile, par exemple pour l'Europe à l'horizon 2040-50, où ça devrait se métamorphoser en industrie verte. Et le Maroc est en train d'anticiper. Donc pour dire que sur le plan national, déjà, en fait, il y a une tendance à réduire la dépendance du Maroc par rapport à tout ce qui est énergie fossile, mais en fait, la stratégie ne se limite pas à une stratégie nationale. Aujourd'hui, c'est une stratégie continentale, c'est une stratégie internationale. Lorsque je parle du continental, c'est le gazoduc, par exemple, Maroc-Nigeria. On sait qu'aujourd'hui, c'est un projet qui avance et qui va hisser, en fait, une relation entre 13 pays qui vont se brasser à ce projet. Et autour, il va y avoir le développement de différentes activités économiques. Donc, mais le socle, c'est le gaz, c'est l'énergie. Et puis, bien sûr, également, il y a l'exportation de l'énergie verte vers l'Europe. C'est qu'aujourd'hui, il y a des projets avec la Grande-Bretagne, il y a également l'Allemagne qui est intéressée. Et donc, pour dire que l'énergie est en train de devenir, en fait, une stratégie de développement national, mais également continental et international. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc est en train de transformer une contrainte qui a toujours été une contrainte, parce que nous avons été toujours dépendants énergétiquement en opportunité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir une stratégie aussi bien au niveau national que régional et international. Justement, d'ailleurs, ça a été rappelé à plusieurs reprises, même par le souverain qui appelle le gouvernement, les sphères politiques et économiques, et là je reprends un extrait d'un de ses discours, à offrir plus de facilité aux investissements étrangers. On ne peut pas parler, bien sûr, d'hydrogène vert sans évoquer les investissements étrangers. Alors, il faut préparer le terrain à ces investisseurs étrangers. Un mot sur cela. Mais avant, puisqu'on parlait d'hydrogène vert, aujourd'hui, le Maroc se positionne quand même sur de la haute technologie de l'hydrogène vert et du Made in Maroc à la pointe de la technologie. Et j'évoque là l'automobile, par exemple. Professeur Ferrano. Tout à fait. Je tiens également à rappeler qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est aussi une fenêtre ou une brèche par laquelle rentre l'inflation. Et donc, si on arrive à neutraliser un peu le problème énergétique, on va vraiment neutraliser une grande partie de la facture d'importation du Maroc. Et donc, si on arrive à avoir cette indépendance par rapport au fléau qui touche un peu l'énergie au niveau international, on pourrait asseoir une certaine stabilité, je dirais, macroéconomique, surtout en termes inflationnistes, mais aussi en termes de croissance. Maintenant, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que oui, le Maroc aujourd'hui, il ne s'installe pas uniquement comme étant une plateforme de production énergétique, mais également, il rentre dans ce qu'on appelle la chaîne technologique, ça veut dire de production, de production, que ce soit automobile ou autre, je dirais, industries qui sont en lien avec les énergies ou aussi l'hydrogène ou l'énergie ou l'hydrogène vert, si on peut dire ça. Maintenant, la logique globale, si je peux parler de façon globale, ce que je vois moi dans ce qui a été fait pendant les 2 dernières années, ou je dirais même pendant les 10 ans, c'est que le Maroc il est en train de démocratiser un peu ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Maintenant, et là je tiens à indiquer que le grand projet qui a été initié par l'OCP, qui va un peu transformer un peu la plateforme de production de l'OCP, qui est très important, il ne faut pas oublier que c'est la mastodonte, si on peut dire ça, pour l'économie marocaine. Ça va permettre de donner pas uniquement un élan à l'industrie, je dirais, du secteur primaire de transformation du phosphate, mais également ça va donner aussi à son écosystème et aussi à ses homologues dans d'autres typologies d'entreprises de rentrer dans une production qui soit une production neutre en termes énergétiques, voilà, en termes de carbone également. Et donc, dans ce sens-là, moi, je vois qu'aujourd'hui, le Maroc, il est en train de s'installer de façon plus globale sur la sphère des énergies renouvelables pour pouvoir satisfaire en premier lieu, que ce soit la production industrielle, que ce soit l'utilisation, l'usage par les ménages de cette énergie-là, mais également transformer un peu je dirais, pas ce problème, mais je dirais un peu transformer un peu les indicateurs que nous avons, parce qu'il ne faut pas oublier que 12% de ce qu'on utilise, c'est des énergies fossiles. Ça veut dire qu'ils sont utilisables, qui sont importés en totalité. Et il n'y a uniquement que 8% qui viennent un peu de ce qu'on appelle maintenant l'énergie qui vient un peu des... hydrique, etc., ou l'éolien, etc. Oui. Voilà. Donc maintenant, si on part un peu dans les projets Nord 1, Nord 2, et aussi les projets qui vont venir un peu dans l'avenir, et donc automatiquement, on est en train de changer un peu la structure de la production technologique au niveau marocain, et aussi d'avoir cette indépendance, et vous avez parlé tout à l'heure
de souveraineté, cette souveraineté par rapport à la production énergétique au niveau mondial. Maintenant, sur le plan industriel, bon, moi je crois que voilà, aussi. Investissement étranger. Voilà. Bon, je crois que ce qui a été proposé ou ce qui a été, je dirais, produit en termes par des ingénieurs marocains ou par des compétences marocaines. Là, vous parlez, je pense, vous avez fait assimilation à ce qu'on appelle la voiture qui travaille avec l'hydrogène vert et que c'est une révolution pour le cas du Maroc parce que les technologies qui sont utilisées en interne, ça veut dire dans cette production de ce type de voiture, c'est des technologies qu'on appelle level 1 parce que, bon, au niveau international, pour que les gens qui nous suivent comprennent, nous avons 3 niveaux de technologie. Donc là, vous parlez d'une technologie de level 1, ça veut dire niveau 1, qui utilise un peu tout le sommet technologique qui existe dans, je dirais, dans la planète tout entière. Et donc, automatiquement, si nous, le Maroc, on arrive à produire une voiture qui travaille avec l'énergie ou l'hydrogène vert, donc ce sera une révolution et ça pourra nous mettre un peu dans, je dirais, moi, j'ai un peu rêvé, ça veut dire parmi les G20. Ça veut dire parce que les G20, c'est eux qui ont un peu la technologie de production des voitures. Si vous prenez les G20, c'est eux qui produisent aujourd'hui toutes les voitures que vous avez dans la plateforme. Je ne dis pas que le Maroc demain sera dans les G20, mais je dis c'est une ambition parce que si on rentre dans le secteur industriel, automobile, on arrive à produire une voiture à 100% marocaine avec une technologie de pointe, cela nous permettra de devenir très concurrentiel au niveau international. Et donc là, en premier lieu, nous avons l'ingénierie, nous avons la compétence humaine qui permet de produire et deuxièmement, nous avons la technologie et l'énergie en interne. Et donc, ce qui veut dire que tous les maillons et tous les éléments pour pouvoir réaliser cette révolution industrielle, ils sont là. Deuxièmement, donc, on ne peut pas conduire ce changement si on n'a pas des investissements directs étrangers qui s'installent au Maroc. Et donc là, c'est un sujet que vous avez touché par le doigt. Je pense que le Maroc, il a fait un élan très important durant les 20 ans, mais il y a aussi des efforts qu'il faut déployer pour pouvoir mettre en place, je dirais, tous les ingrédients qui permettent au pays de devenir encore plus un hub d'attractivité pour l'investissement ou pour les idées. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il faudra évoquer. Je pense qu'il y a la charte d'investissement qui est en train de donner un peu les bases pour pouvoir mettre en place un terrain, je dirais, attractif pour les investisseurs étrangers. Il y a également plusieurs éléments qu'il faut, je dirais, corriger malgré que les efforts... Bon, le dynamisme est quand même perçu, le dynamisme de l'économie marocaine est perçu de manière très positive par les investisseurs. Voilà, j'ai commencé à dire que l'élan qui a été fait par le Maroc, il est sans précédent sur les 20 ans. Maintenant, pour attirer les investisseurs étrangers, il y a aussi des efforts qu'il faut déployer en termes de climat d'investissement, en termes aussi des réformes qu'il faut mener dans les systèmes éducatifs, etc. C'est ce que je disais. D'ailleurs, il l'a rappelé il y a quelques années déjà, Sa Majesté. Et il faut que la sphère politique et économique fasse aussi du sien pour attirer ces investisseurs. Et de dire que, je cite un extrait du discours du souverain, le plus grand péril pour le développement du pays, pour la promotion des investissements, réside dans les entraves dressées à dessein par certains pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels. Avant de déclarer que ces agissements doivent être combattus. Tout à fait. Ça veut dire l'investissement étranger, pour pouvoir l'attirer, il faut lui donner tous les éléments nécessaires pour qu'il s'installe sans avoir, je dirais, la peur par rapport à son capital, par rapport aussi au système administratif, au système judiciaire qui existe, etc., etc. Et donc là, je pense que tout un effort doit aussi s'investir davantage dans ce qu'on appelle, ce qu'on résume dans un mot, c'est le climat des affaires. Donc il faudra avoir un climat des affaires qui permet cette attractivité. Et là, je prends un exemple des États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, lorsqu'on veut investir, vous avez tout est donné. Ça veut dire vous avez le terrain, vous avez parfois des subventions pour la main-d'œuvre, vous avez tous les ingrédients qui permettent à un investisseur de se lancer uniquement avec son idée. C'est ce qu'on appelle un peu les startups. Nous, on n'est pas dans cette conception, mais on est dans une conception où on veut que l'investisseur qui vient, il permet à la fois un transfert technologique, parce qu'on en a besoin, on a besoin des capitaux qui vont venir à l'étranger, mais on a besoin aussi de la confiance. Et je pense qu'il y a un paramètre très important sur lequel on peut jouer au Maroc, c'est que nous avons une stabilité politique très importante, c'est une valeur ajoutée pour le Maroc. Nous avons également une certaine stabilité sociale au niveau du tissu social au Maroc. Et troisièmement, nous avons notre position géographique qui est très importante parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier les grandes réformes qui sont établies. Vous avez le port de Nador, vous avez le port de Dakhla qui sont en train d'être élaborés. Le port Nador, ça va être le hub logistique pour toute la région, je dirais, de la Méditerranée. Et vous avez le port de Dakhla qui est en train de se mettre en place, qui va bouleverser un peu la logique de transport maritime au niveau pas uniquement de la région, mais du continent. Et je trouve que nous consacrons d'ailleurs, à l'occasion de ce 24e anniversaire de la fête du trône, nous consacrerons bien sûr une émission qui est dédiée à ce volet infrastructure. Driss Aissaoui,
tous ces atouts ont été mis en avant, mais l'atout numéro 1, il est immatériel. Il est humain. Oui. Et d'ailleurs, c'est là où intervient l'importance et le rôle stratégique de la formation professionnelle qui prend aujourd'hui des airs technologiques. Nous ne sommes plus dans ce qu'on l'appelait avant l'OFPPT ou la formation professionnelle parce que c'est juste... c'est une alternative à l'échec scolaire, mais aujourd'hui, elle se positionne, cette formation professionnelle, ou en tout cas des vœux du souverain, et d'où la nouvelle réforme de celle-ci, de la formation professionnelle, nouvelles orientations royales sur ce secteur important pour la jeunesse. On se positionne sur une formation professionnelle qui va aider, qui va accompagner ces investissements directs étrangers. Absolument. Je n'ai qu'à citer ce que le roi Mohamed VI a inauguré dans la région de Rabat, les nouvelles cités de métiers. Quand on parle de ces nouvelles cités, on est en train de parler de l'expérience, de l'expertise en matière de formation professionnelle et que finalement, on n'a plus besoin de développer des formations sans véritablement avoir la main-d'œuvre pour. Aujourd'hui, la main-d'œuvre sera disponible, les gens seront formés et l'Office de la formation professionnelle, qui était véritablement une institution complètement dépassée par les événements, aujourd'hui, elle est véritablement installée comme étant le vecteur qui va faire en sorte que la main-d'œuvre soit une composante essentielle de l'offre marocaine. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde un peu ce qui a été fait au niveau de ces cités de métiers, il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'automobile, il y a l'électricité, il y a l'eau, etc. Et tout ça est développé comme étant une conception, je ne dirais pas marocaine, parce qu'il y a beaucoup de process qui sont inventés ailleurs, mais la main-d'œuvre, ce qui se fait à l'intérieur, ce que l'investisseur demain aura besoin de faire au niveau de la main-d'œuvre, il va le trouver juste à côté de lui. Et ce sont 12 cités de métiers qui ont été développées, ce qui est extraordinaire. Une pour chaque région. Donc il y a cette approche régionalisée sur l'inclusion économique. Absolument, sur l'inclusion économique, sur le fait que la main-d'œuvre ne sera plus un problème pour celui qui va investir. Parce qu'en fait, l'investisseur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le climat des affaires. Et dans le climat des affaires, il y a la réforme fiscale, appelée encore une fois. Alors, la réforme fiscale a été inaugurée où? C'est quand on a fait les assises de la fiscalité en 2019, on a lancé quand même une charte pour la réforme fiscale qui a été adoptée par l'actuel gouvernement. Et on est en train de faire quoi? On est en train de dire aux entreprises marocaines, aux entreprises étrangères, l'impôt sur les sociétés ne sera plus le frein à votre développement. On va faciliter les choses pour vous. On va faciliter aussi la fiscalité qui est liée disons, au foncier, qui est liée à tout ce qui touche à l'investissement. Et c'est cette réforme fiscale... Cette loi cadre, justement... C'est une loi cadre qui a été... Le projet de loi cadre qui a été adopté le 28 juin 2021, rappelons-le, au Conseil des ministres sous la présidence de Sa Majesté le Roi. Absolument. C'est-à-dire que c'est une réforme extraordinaire. Parce que depuis plus de 3 ans, plus de 4 ans, on va dire, depuis les dernières assises, on n'a jamais eu cette possibilité de dire qu'est-ce qu'on va faire avec la fiscalité marocaine. Voilà un peu les grandes orientations qui sont posées et le gouvernement et le secteur privé pourront à volonté utiliser la fiscalité marocaine pour en faire un acte fondateur et un outil, disons, pour attirer les investisseurs vers tous les secteurs que le Maroc voudra développer. Et normalement, elle doit se décliner, en tout cas depuis 2021, sur les 5 projets, de loi de finances qui s'en suivent. Il faut du courage politique aussi pour appréhender cette question fiscale, parce qu'il s'agit bien sûr de stimuler l'investissement, mais il s'agit aussi d'alléger la pression fiscale sur les salariés et les retraités, notamment de la classe moyenne. Alors, professeur Komat, nous allons passer à un autre sujet, mais pas des moindres quand on parle d'investissement. Il y a une véritable révolution pour soutenir l'investissement au Maroc. Il y a la création d'un mécanisme, un mécanisme stratégique aussi qui est
qui survient juste après 2 années de crise Covid. Et aujourd'hui, il est opérationnel à travers la création des premières agences qui vont permettre de justement commencer à débloquer les fonds. Je parle bien évidemment ici du fonds Mohamed VI pour l'investissement. En quoi ou comment concrètement ceci va donner une nouvelle dynamique à la croissance au Maroc et à la création de valeur et d'emplois? En fait, parce que ce fonds, il tourne autour de l'investissement. Et l'investissement, il est nécessaire pour justement stimuler et dynamiser la croissance. Vous savez que le Maroc a un objectif d'investir jusqu'à 500 milliards de dirhams à l'horizon 2026 et puis de créer plus de 550 000 emplois. Donc tout cela ne saurait se faire sans un véritable investissement. Alors bien évidemment, l'investissement, il y a une composante publique, il y a une composante privée. L'objectif, c'est justement de renverser la barre et d'aller vers plus d'investissements privés. Mais toujours est-il, l'investissement public au Maroc reste très important et incontournable et prépare le terrain, notamment pour l'investissement privé. Alors le fonds Mohamed VI d'investissement stratégique qui a été amorcé grâce à un apport de l'État de 15 milliards de dirhams et puis un tour de table institutionnel de 30 milliards de dirhams, a un objectif d'aller vers en fait un investissement aux alentours de 150 milliards de dirhams. Alors, il est en train de s'institutionnaliser et de s'opérationnaliser parce que les conseils d'administration se sont réunis. Exact. Il y a eu un appel à la création d'agences de gestion des fonds parce qu'il va y avoir des agences spécifiques. Il faut rappeler, tout à l'heure on a appelé l'approche holistique, c'est que ce fonds, il a en fait une vision stratégique. C'est-à-dire qu'il devrait accompagner les différents secteurs prioritaires du Maroc. La restructuration industrielle, c'est une priorité. L'agriculture est une priorité. La PME créatrice de valeur ajoutée est une priorité. Donc nous avons... Quand on entend fonds Mohamed VI, on a l'impression que ça ne concerne que les gros, en fait, que les gros investisseurs. La PME n'est pas laissée pour compte. Ah oui, oui, et l'entrepreneuriat, les start-up, les innovations. D'ailleurs, il y a une approche particulière pour les start-up, pour pas seulement les financer, mais les accompagner. Parce que le grand problème au niveau des start-up, ce n'est pas un problème de financement, c'est un problème d'accompagnement. Oui. Et le fonds, dans sa vision, qui est une vision pragmatique, il prévoit des structures d'accompagnement. Alors, ce fonds, en fait, il est en train d'être mis en place. D'ailleurs, dans quelques jours, en fait, au mois de juillet, les premières agences seront opérationnelles et on va commencer bien sûr, à travailler. Alors, bien sûr, ce fonds, il est attendu parce que, tout d'abord, il doit permettre à l'État de continuer le soutien des secteurs stratégiques, mais également de continuer à préparer le terrain, justement, pour une relance de l'investissement privé. Et il faut rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'objectif, c'est d'aller vers plus d'investissements privés, mais cela passe par de l'infrastructure, par exemple. Le fonds, il prévoit à ce qu'il y ait des partenariats publics-privés en matière d'infrastructure. Ça également, c'est très important. Jusqu'à aujourd'hui, le volet infrastructure était un volet exclusivement consacré à l'État. Ce n'est plus la vision pour l'avenir. Le privé devrait s'impliquer dans le cadre des partenariats publics-privés dans tout ce qui est infrastructure. Aujourd'hui, si on parle par exemple de tout ce qui est dessalement, il y a des projets qui sont en cours aujourd'hui en partenariat entre le public et le privé. Lorsqu'on parle des énergies renouvelables... Finalement, le fonds Mohamed VI aussi, c'est un redynamiseur des PPP. Ah oui, c'est essentiellement... En fait, surtout pour certains secteurs, notamment l'infrastructure. Pour l'infrastructure, les partenariats publics-privés sont privilégiés. C'est une orientation stratégique. Parce que la vocation du Maroc dans l'avenir, c'est qu'il n'y ait pas cette séparation entre le public et le privé. On devrait aller vers un rôle de collaboration, mais également de complémentarité entre le public et le privé, surtout dans des secteurs stratégiques sur lesquels le privé est également interpellé. Oui. Et je crois que c'est pour cela que, en fait, on l'appelle un fonds stratégique, parce qu'au-delà de l'aspect financement, c'est surtout une composante stratégique qui est là, parce qu'il y a une vision, qui cadre avec cette dimension un peu complémentaire et stratégique du pays, aussi bien par rapport à un plan sectoriel, j'ai évoqué tout à l'heure les différents secteurs concernés, mais surtout au niveau de l'approche, qui est une approche qui vise, et ça c'est très important, à permettre à l'investissement public d'être plus productif, plus rentable. Vous savez qu'au Maroc, nous avons
on l'a toujours dit, nous sommes un des pays qui investit énormément au niveau de l'investissement public. Aujourd'hui, c'est pratiquement 30% du PIB est investi et l'essentiel de cet investissement est public. Mais malheureusement, il y a un problème de rentabilité. Il y a un problème de retour sur investissement au niveau de l'investissement public. Le fonds Mohamed VI, l'investissement stratégique, a cette vocation. C'est de préparer un cadre propice pour plus de rentabilité au rendement de l'investissement public. Il va y avoir toute une approche de gouvernance, de management, d'évaluation et de suivi pour assurer un meilleur rendement à l'investissement public. C'est pour ça que je crois que pour les prochaines années, ce fonds a une place très très importante, très névralgique, très stratégique au niveau de la dynamique que connaît notre pays. Cette dynamique ne saurait être complète sans le développement inclusif et nous attaquons là à un maillon important pour cette dynamique marocaine du développement économique et l'économie sociale. Alors, tout d'abord, professeur Fierano, mais avant j'aimerais citer quand même un extrait du discours du souverain à l'occasion de la première session de la deuxième année législative, de la 10e législature. C'était en octobre 2017. Aujourd'hui, les Marocains ont besoin d'un développement équilibré et équitable, garant de la dignité de tous, générateur de revenus et d'emplois, notamment au profit des jeunes, un développement qui contribue à instaurer un climat de tranquillité, de stabilité et qui favorise une insertion réussie dans la vie familiale, sociale et professionnelle que chaque citoyen appelle de ses voeux. Fin de citation. Aujourd'hui, l'économie sociale a changé de visage, professeur Fierano. Nous ne sommes plus, et d'ailleurs, il y a des images qui sont passées tout à l'heure, elles ont été un peu précoces sur les coopératives. Certes, elles sont importantes, mais aujourd'hui, l'économie sociale revêt une importance aussi innovante et innovatrice. Tout à fait. Donc, moi, je crois que la croissance économique ou tout ce que fait le pays en matière de développement sectoriel ou économique n'a de sens que s'il est inclusif. Ça veut dire s'il permet à toute la société d'en bénéficier. Et maintenant, permettez-moi de vous donner un avis par rapport à... Bon, là, je serai un peu dans le prospectif. Donc, dans l'idée, c'est que certainement, il y a le fonds Mohamed VI, il y a beaucoup de choses qui sont établies. Il y a aussi, je pense, l'organisation qui a été créée pour pouvoir évaluer les participations de l'État, participation qui est en train de travailler sur ça. Mais l'objectif, c'est finalement arriver, in fine, à avoir un développement inclusif pour tout le monde. Pour arriver à ça, moi, je crois que la croissance économique au Maroc doit devenir pro-emploi. Ça veut dire quoi, pro-emploi? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de la croissance si elle ne génère pas de l'emploi. Elle ne sert à rien. Ça veut dire aujourd'hui, on parle aux citoyens, on leur dit on fait 3%, 2%, 4% de croissance, valeur ajoutée qui augmente. Mais maintenant, la réalité, c'est qu'on doit voir ça sur l'emploi, parce que c'est l'emploi qui va générer le revenu. Emploi formel. Voilà. Formel, je parle du formel, hein. Je ne parle pas de l'informel. Voilà. Cette croissance peut créer de l'emploi, mais informel, oui. Et du coup, ça rentre pas un peu dans le système. La formalisation de l'économie. Ça, c'est un des éléments que nous avons perdu dans cette trajectoire de développement, c'est que l'informel, il prend de l'importance. Certainement, il n'est pas très dominant dans ce qu'on appelle la valeur ajoutée, mais il est très dominant dans l'emploi. Les statistiques du HCP, les dernières statistiques qui ont été publiées, ils attestent à 67%. Et donc là, c'est un des problèmes que je pense qu'il faudra résoudre dans les années qui vont venir. Sinon, ça va effriter ce qu'on appelle les ressources de l'État. Et ça explique en partie pourquoi la TVA aujourd'hui, la taxe sur la valeur ajoutée, elle est la plus importante dans les ressources de l'État. Et donc ça va de soi comme ça. Mais maintenant, je reviens à au développement inclusif. C'est que, premièrement, je pense que pour arriver à ce développement, donc, on a fait beaucoup d'exploits. Il y a l'initiation, ou ce qu'on appelle l'INDH, qui a permis un peu de résorber le problème de pauvreté. Il ne faut pas oublier que nous avions un taux de pauvreté qui est très important. Donc voilà, très très important, et ça permettait d'avoir des niveaux d'inégalité qui étaient vraiment très colossaux. Aujourd'hui, très colossaux, pardon. Donc, et dans ce sens-là, aujourd'hui, nous sommes à des taux de pauvreté qui sont très très faibles. Donc nous avons une population, je parle de la pauvreté monétaire, ça veut dire celle qui est calculée à travers un seuil en termes de dollars qui est de 2,5 dollars par jour. Mais si on prend d'autres mesures un peu de pauvreté, ça veut dire multidimension, etc., on peut avoir d'autres chiffres. Mais grosso modo, si on prend les indicateurs à l'international, le Maroc a fait un exploit sans précédent en matière de réduction de ce qu'on appelle la pauvreté. Et donc ça permet de ramener des
populations qui étaient précaires, qui étaient pauvres, vers des situations, je dirais, de vulnérabilité aussi de classe moyenne. Et donc, il ne faut pas oublier aussi que nous avions une certaine augmentation de la classe moyenne qui était très importante. Bon, on peut parler, parce qu'aujourd'hui, ces dernières années, bon, les citoyens le savent très très bien, nous avions des mouvements inflationnistes qui ont un peu touché le revenu et la richesse, mais globalement, si on prend la dynamique de long terme, sur les 20 ans, nous avions une amélioration de la classe moyenne. Maintenant, il y avait d'autres programmes qui ont été effectués pour améliorer ce qu'on appelle le développement inclusif. Il y a le grand chantier de la protection sociale, qu'il ne faut pas oublier que c'est un des facteurs qui sera, ou un des facteurs stratégiques qui va jouer en matière de développement inclusif ou d'inclusion sociale, puisqu'il touche les vrais volets de ce qu'on appelle le développement social. Il y a le sanitaire, il y a aussi le côté d'indemnisation de chômage, il y a aussi le côté des pensions de retraite, etc. Et donc c'est tout un chantier qui, je pense, il aura un impact très significatif, que ce soit sur le développement inclusif, aussi que ce soit sur les capacités économiques des ménages. Également, bon, là je pars dans le volet un peu économique. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut aller vers ce développement inclusif, on doit mettre le curseur sur ce qui a été évoqué dans le nouveau modèle de développement. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, si je prends le dollar international, on est à 8 000 $ international et le nouveau modèle de développement, il table sur 16 000. Ça veut dire qu'il faudra qu'on double, je pense à la date de 2035. Exact. Maintenant, est-ce que nous avons les différents ingrédients pour pouvoir arriver à ça? Est-ce que nous avons le taux de croissance économique qui permet ça? Est-ce qu'on a le taux d'employabilité qui permettra d'arriver à ce seuil-là? Je pense qu'il y a tout un chantier à mettre en place où je pense que le Fonds Mohamed VI va aider à faire ça, sachant que moi j'ai un petit mot à dire, je vais prendre l'occasion pour le dire ou saisir l'occasion, c'est que moi je crois que le grand travail que doit faire le Fonds Mohamed VI, c'est de pouvoir récupérer ce qu'on appelle l'épargne publique. Il ne faut pas oublier que l'argent existe. On l'a dit en off tout à l'heure, l'argent existe au Maroc. Nous avons à peu près, je pense que ça a été dit aussi par notre auguste souverain, nous avons 550 milliards chez les investisseurs institutionnels. Il faudra les drainer, il faudra les rationaliser pour qu'ils partent vers l'investissement productif, que j'appelle moi qui vont générer ce qu'on appelle la croissance pro-emploi. Durant les 20 ans, nous avons percé dans plusieurs secteurs. Mais pourquoi on n'avait pas de l'emploi ? Nous avons de l'industrie automobile, nous avons aussi l'aéronautique, nous sommes dans les énergies renouvelables, nous sommes dans tous les secteurs. Mais on avait une croissance qui était sans emploi. Et donc là, aujourd'hui, les chiffres en attestent. Dans les 10 ans, les premières 10 ans, dans 2000 à 2010, on avait des taux de, je pense, un nombre qui dépassait les 120 000 d'emplois par année. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à faire les 30 000, 40 000 emplois par année. Donc là, le problème qui se pose, c'est comment nous mettons un peu les ingrédients ou comment mettons les sauces pour pouvoir générer de la croissance. Et c'est là où je pense qu'il faudra travailler pour pouvoir avoir cette croissance que j'appelle moi pro-emploi. Alors, croissance pro-emploi, insertion, inclusion. Et aujourd'hui, nous avons aussi un leader qui œuvre, dont les actions sont pour l'inclusion de tous les Marocains, mais aussi les Marocaines, Drissa Essaoui, pour clore cette discussion sur les avancées économiques et sociales et socio-économiques sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. La femme est aujourd'hui fait partie intégrante de cette vision royale inclusive. Oui. Mais en fait, cela me donne l'occasion de rappeler une initiative qui a été prise par le Bureau international du travail, qui vient d'organiser une session de formation à l'adresse des journalistes marocains, des Marocaines et des Marocains, pour leur expliquer quelles sont les normes internationales du travail. Et surtout dans ces normes-là, il y a une notion importante, celle de la femme. Comment justement faire de la femme un facteur et un acteur important du développement économique et social, mais cela nécessite bien entendu que les pays comme le Maroc adoptent un certain nombre de normes qui sont des normes internationales, mais elles sont jouables, parce que les pays peuvent adopter ces normes, peuvent les adapter. Et c'est ce que fait le roi Mohamed VI quand il dit « faites ceci, faites cela », dans le sens de l'amélioration, de l'intégration de la femme et surtout de la promotion du rôle de la femme dans le développement socio-économique du pays. Je pense que c'est un chantier qui a été ouvert, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande une signification et une approche assez intéressante
des acteurs économiques et sociaux, je pense que les choses iront dans le bon sens dans les années à venir, surtout dans les jours à venir. L'importance de l'autonomisation économique de la femme, professeur Komat, qui aujourd'hui s'impose d'elle-même, et aussi on parle d'un shift économique ou d'un shift dans le modèle économique marocain, il y a un shift social aussi qui s'opère, et il y a aussi un élément féminin qui est qui s'impose déjà de lui-même, mais qui a quand même besoin d'un cadre afin de mieux être intégré dans le marché de l'emploi. En fait, c'est un grand sujet, bien sûr, auquel Sa Majesté accorde beaucoup d'importance. D'ailleurs, l'un des derniers discours, il a consacré justement à la question de la femme, avec sa dimension économique également. Il se trouve que nous sommes dans un élan positif, mais toujours il y a encore beaucoup à faire, parce que nous avons un taux d'activité de la femme qui reste relativement faible. Aujourd'hui, on parle de 20%, qui est un taux beaucoup en deçà du potentiel. Alors là, pourtant, elle a du potentiel, la femme marocaine. Moi, je suis à l'université. Oui. Aujourd'hui, avec Sefirano, on peut attester que l'excellence au niveau de l'université, c'est la femme. Dans les différentes promotions, en fait, les majors de promotion sont des femmes. Ils sont porteuses d'idées, porteuses d'initiatives. Maintenant, il faut un cadre, il faut un environnement pour le passage à l'acte. L'acte, c'est quoi? Bien sûr, c'est l'insertion professionnelle, mais également la possibilité d'une promotion et une reconnaissance de ses compétences. Mais je crois que c'est une dimension, comme je dis, fondamentale, parce qu'il a en fait un volet économique et un volet social. Aujourd'hui, notre PIB gagnerait énormément en voyant la femme s'intégrer davantage sur le plan économique. Mais également, il y a le volet social, parce que la femme, c'est le socle de la famille, c'est le socle de la société. Ouais. Une femme autonome économiquement, il a bien sûr un rôle plus équilibré, avec une prise de position sur des questions fondamentales de la famille et de la société. Moi, je crois que le Maroc, pour qu'il puisse avancer, je crois, c'est une question fondamentale. Et Sa Majesté y accorde beaucoup d'importance. Il y a un élan, il y a une mobilisation, aussi bien au niveau politique qu'au niveau de la société civile. C'est un des grands sujets dans notre pays, mais je crois que l'avenir est prometteur parce que notre femme, la femme marocaine, a un potentiel énorme. Merci beaucoup. Merci, professeur Abdelatif Komat. Merci, professeur Zakaria Ferrano, Idrissa Essaoui. Merci à vous également d'avoir enrichi ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.